Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà une nouvelle vidéo. On va parler émission radio en partenariat avec la radio du judo, Andy Speak et l'association Les Robinson, ainsi que la chaîne YouTube Voir Autrement NC. Ben voilà, le thème d'aujourd'hui c'est sur l'empathie. Donc nous avons des invités autour de la table qui nous donneront leur ressenti. Si ce n'est pas encore fait, ben abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour le pays, bonjour la famille. Encore un grand merci à vous d'être sur les ondes avec voilà, encore la radio Jito sur la meilleure des fréquences, 97.4. L'association Les Robinson est heureuse de vous accueillir encore pour une nouvelle émission Andy Speak. Voilà, toujours ce partenariat depuis 2015. On est toujours heureux d'être dans le partage avec vous, la famille. Là, vous qui êtes dans nos quartiers populaires, là, nos 33 communes, là, nos 300 et quelques tribus, nos 3 provinces, nos 8 aires coutumières. Humilité, respect à vous, la famille. On est toujours heureux de partager avec vous ce monde du handicap. Voilà, depuis 2015, on vous parle de ça. Vous continuez toujours à découvrir ce monde-là qui est toujours présent dans le pays, quoi, dans ce pays qu'on est amené à construire tous ensemble. Voilà. Et comme chaque jour, chaque premier jour du samedi du mois, on vient sur les ondes pour vous amener le partage. On est heureux toujours, l'association Les Robinson, d'être avec vous pour partager toujours. Voilà, ce matin, on est sur un thème qui nous touche tout un chacun, toute un chacune, là, au plus profond de chacun d'entre nous. On parle, on dit que la Calédonie, c'est un pays, terre de parole, terre de partage, mais c'est aussi un pays qui a du cœur. Et on salue d'ailleurs l'initiative de toutes les associations caritatives qui lancent l'appel toujours à vous, la population, la famille. Donc voilà, encore une émission ce matin dans le partage avec vous, et si vous voulez partager avec nous, le standard, toujours le 36 70 01, 36 70 01. Et évidemment, si vous voulez revoir les visages de nos charmants invités, ils seront visibles sur la chaîne partenaire YouTube là, qui est Voir Autrement NC, avec le grand frère malvoyant Michel, qui met en ligne toujours depuis les émissions, si vous voulez les revoir. Voilà, abonnez-vous, c'est gratos. La crise économique ne touche pas de ce côté-là. Donc, pour un geste, la solidarité avec les grands frères, abonnez-vous, c'est gratuit. Voir Autrement NC, n'oubliez pas le NC, on est chez nous ici. Donc, ce matin, les amis, la famille, on est sur un thème, comme je disais, qui touche en nous, chacun de nous, dans nos ressentis, dans nos émotions, dans notre cœur. On va parler d'empathie. L'empathie. Mais on va parler de ça avec des amis là, qui ont bien voulu venir nous rejoindre sur les ondes. Là. Et nos amis, là, ils vont se présenter un à un. C'est que des garçons. Et oui, on n'a pas fait exprès. On a choisi des invités. Voilà. C'est que des garçons. Et excusez-nous les filles. Et pour rebondir, je rebondis, c'est l'actualité. Pour vous les filles, nos sœurs, nos mamans, nos grand-mères, vous les femmes, on est avec vous, on est solidaires de vous. Pour rebondir sur l'actualité, à l'heure actuelle, là, il y a un regroupement qui va se faire du côté du bâtiment du gouvernement. Le collectif Femmes en colère se regroupe pour un rassemblement en solidarité, pour dénoncer ce qui est grave dans notre pays, les féminicides, les violences contre nos femmes du pays. Demander à nos invités de se présenter une à une. On va commencer avec le junior de l'équipe.
Bonjour à tous, je suis Grégory Boulanger, je suis ravi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Et tout simplement, je suis jeune écrivain et auto-éditeur et en situation de handicap moteur. Voilà. Merci Grégory. À côté de Grégory, nous avons... Bonjour à tous. Moi c'est Frédéric Chantrel, je suis médecin depuis quelques années maintenant. Donc c'est avec grand plaisir que je viens de parler avec vous de mon approche, de mon expérience sur ce que l'empathie apporte dans nos relations les uns avec les autres. Letty, Frédéric, à côté, une présence connue déjà sur nos ondes. On ne le présente plus, mais il va quand même se présenter. Oui, donc bonjour, c'est John Bassa, donc je suis sociologue depuis quelques années aussi, donc voilà. Je viens aussi à répondre à l'invitation, puis à apporter un peu mon regard. Letty John, un bénévole d'une de nos associations là, du terrain. Oui, alors Jamil Abdelaziz, effectivement, moi je suis un modeste adhérent de l'association AVH et je vais vous écouter avec beaucoup d'attention et apprendre de vous. Bon, Letty, Jamil, voilà, vous avez vu un peu le petit panel là d'invités. Là, une pensée à ma petite sœur, à Sénata, qui est de l'association Les Robinson, et qui avait dit en apprenant ces invités-là, ah mais il y a du lourd là. Effectivement, c'est du lourd qu'on a là ce matin, de belles personnes déjà qui répondent à notre appel pour être dans le partage. Donc voilà, on va parler d'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? Donc voilà, l'empathie, ça pourrait être synonyme de sympathie, de compassion, d'amour. Voilà, on va parler de ça avec les copains. Mais voilà, après, nous, personnes en situation de handicap, là, voilà, l'association Les Robinson fait aussi cette émission aussi Handispic pour aussi interpeller la conscience du pays, pour dire que avant d'être en situation de handicap, nous sommes des êtres humains. Nous avons des émotions, nous respirons et tout, donc nous avons aussi nos pensées. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un mot qui vient aussi et puis qui est assez dérangeant et qui l'est toujours, même si on comprend que dans le mécanisme humain, ils viennent automatiquement, c'est l'apitoiement. Ça, il faut arrêter avec l'apitoiement. Nous, on ne veut pas de la pitié, on veut de l'amour, qu'on nous respecte. Monsieur Grégory, qu'est-ce que tu penses? Le respect surtout, et je pense à la dignité, surtout la dignité pour les personnes qui souffrent d'une maladie, parce que pour moi, quand on dit handicap ou situation de handicap, je trouve que ce mot étymologiquement parlant est très mal exprimé et très mal compris par les gens de mon point de vue, et je trouve que c'est plus juste de dire que les gens souffrent d'une maladie. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on dit de quelqu'un qu'il a un cancer, on ne va pas le traiter de cancéreux, par exemple. C'est presque insultant. Pour nous, c'est pareil. Sauf qu'on est habitué à ça. Et je trouve ça dommage que dans la langue française, qui est une si belle langue, il reste des mots aussi mal compris. C'est le poids des mots qui est assez lourd aussi. Oui, le poids des mots et le poids de l'image qui transporte, surtout. Et après, ça a une incidence sur le regard de soi, l'estime de soi. Pour moi, non. J'ai toujours vécu comme une personne différente depuis... C'est ton mot préféré. Je suis différent et pas en situation de handicap. Je trouve que ce mot ne me définit pas en tant qu'être humain, mais je peux entendre que les autres personnes soient vraiment touchées. Et en fait, moi je dirais plus que ça me touche dans ma fierté et mon ego. Plus que ça me fait du mal, je trouve que c'est vraiment l'ego. Après, chacun a son avis et je le respecte. Frédéric,
Par rapport à ce ressenti dans le partage avec les patients, Grégory nous donnait un exemple au niveau des personnes atteintes de cancer, ouais, mais par rapport à ton ressenti, toi en tant que médecin, comment en tant que médecin on peut vivre l'empathie tout au long de l'année déjà au contact des personnes qui ont besoin Alors, avant même de commencer, déjà, je voudrais dire que ce que Grégory dit, moi, me touche énormément, parce que je trouve que c'est vraiment une notion essentielle d'avoir cette notion d'éviter l'apitoiement, comme tu disais tout à l'heure, et puis aussi le regard qu'on peut avoir par rapport à cette notion de handicap. Nous, entre guillemets, personnes valides, qui est vraiment complètement valide? Parce qu'il y a effectivement, si on reste dans la terminologie de handicap, il y a les handicaps évidents, même si c'est un mot que tu n'aimes pas. Mais bon, pour rester clair sur tous les uns et les autres, nous, patients a priori, enfin, personnes a priori saines, sans maladie, on a tous nos fragilités, on a tous nos faiblesses, on a tous nos différences. Par contre, je suis très touché par ce que dit Grégory, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut aider les gens différents en les comprenant, et c'est pour ça qu'on va parler de l'empathie, parce que l'empathie est un moyen très important pour y arriver, mais aussi, il faut savoir aussi que on s'aide soi-même en acceptant la différence, et en apprenant à vivre avec les gens différents. Et pour apprendre à vivre avec les gens différents, il faut apprendre à les regarder, il faut apprendre à les considérer, et surtout pas passer par l'apitoiement, parce que quand on rentre dans le côté d'avoir cette espèce de regard où on a de la peine pour les autres, en fait on se dissocie des autres. En fait on est tous identiques, on est tous égaux. On a tous des émotions identiques, on aime, on s'aime pas, on est en colère, on est heureux, on est malheureux. Et finalement, il faut comprendre qu'on est tous égaux avec des différences apparentes, et que déjà si on se perçoit comme ça, on va beaucoup mieux vivre ensemble. Et puis, pour excuser peut-être un petit peu la population, entre guillemets, qui n'est pas malade, il y a une difficulté parce qu'on ne les a pas préparés. Oui. Et que finalement, souvent, ils ont du mal à poser le regard sur la différence parce que ça déclenche chez eux une certaine peur. Une certaine forme de rejet, je dirais plus une certaine forme de rejet, et c'est pour ça que j'en parle avec autant de facilité autour de moi. Je trouve qu'il faut éduquer la population au lieu de juste leur dire le handicap est différent. C'est comme si je parlais de... Il y a autant de pathologies qu'il y a d'étoiles dans le ciel, pour être tout à fait dans l'image. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'à l'école, je trouve que déjà en primaire, en maternelle, au collège, au lycée, à l'université, on devrait avoir des personnes qui peuvent intervenir au sujet du handicap et vraiment discuter du handicap. Pas juste dire le handicap c'est comme ça. Non, un vrai regard de quelqu'un qui se lève en situation de handicap chaque matin et qui se couche le soir en situation de handicap. Et ce que je trouve très intéressant dans votre approche, c'est que vous dites on est tous en situation de handicap, parce que je vous mets dans le noir, dans un noir complet, les yeux bandés, vous êtes en situation de handicap, parce que on n'est pas capable, enfin la personne entre guillemets valide n'est pas capable de s'adapter à cette situation. Voilà. Ouais, c'est très juste, c'est très juste. Et là, encore une fois, je suis entièrement d'accord avec, on va se tutoyer, je pense. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi. Tout doit passer par l'éducation et le plus tôt possible. Et au-delà des explications, au-delà d'expliquer aux enfants, je crois que déjà, il faut qu'il y ait des contacts, des rapports. Il faut éviter que ces mondes soient toujours aussi avec ce clivage, cette séparation. Parce que finalement, pour se comprendre les uns les autres, il faut se côtoyer. Parce que pour bien se comprendre, il faut d'abord se rencontrer et s'apprécier et s'aimer. Il faut passer par le cœur pour se faire toucher. Parce que le reste, c'est des mots, c'est de la théorie. C'est important d'avoir des mots, c'est important qu'on explique les choses. Mais pour que vraiment ça avance, il faut passer par le cœur. Et le cœur, c'est la rencontre.
Parce que tout d'un coup, dans la rencontre, on va se rendre compte que quand on passe cette difficulté de ce premier regard, hein, de la différence qui met mal à l'aise quand quelqu'un voit quelqu'un en chaise, est-ce qu'il le regarde, est-ce qu'il ne le regarde pas, est-ce qu'il ose le regarder dans les yeux, ou est-ce qu'il est mal à l'aise. Donc une fois qu'on a passé ce malaise, en fait, on va rentrer dans la vraie rencontre humaine. Et quand on rentre dans la vraie rencontre humaine, tout d'un coup, on se rend compte qu'on va passer par l'émotion, on va passer par l'affectif, et là tout d'un coup, on va s'ouvrir, et on va se rendre compte que le monde n'est pas uniquement limité à ce qu'on connaît, nous, de petits mondes, entre guillemets, encore une fois, valides. Oui. Et puis à côté, le monde des gens qui ont des handicaps. Mais c'est valable pour le handicap, mais c'est valable pour beaucoup de choses. C'est valable aussi pour les gens qui sont dans des situations sociales différentes. C'est toutes les différences du monde qui font que parfois les gens restent dans leur propre clivage à eux, et finalement, en restant par leur propre clivage, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment dans les autres mondes qui les entourent. Et c'est pris d'une richesse Bien sûr. incroyable. Bien sûr. Pour parler de monde, justement, John, par rapport à notre monde, à nous, au niveau du peuple kanak, ici, là, en Calédonie, c'est vrai que le handicap, on a l'impression qu'on va toujours utiliser les mots tabous. Voilà, il y a des choses qui sont là difficiles à exprimer aussi, peut-être au niveau de chez nous, dans nos tribus. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On peut toujours trouver des explications, mais pas nécessairement. La question du handicap, on fait la part des choses entre le handicap qui est lié, les handicaps de naissance, où là on a tout un panel d'explications possibles, hein, que ce soit des explications physiques ou spirituelles, ou des choses comme ça. Après, il y a le handicap, un peu la situation des pays occidentaux, à partir du moment où le handicap va se révéler, c'est après la Première Guerre mondiale, où là on va voir les gens qui vont revenir des tranchées, complètement abîmés avec des gueules cassées, on appelle les gueules cassées. Donc il y a aussi tout ce référentiel-là qui va venir perturber. Donc nous, quand on revient ici au pays, c'est à partir du moment où on va avoir des handicaps liés à des accidents, liés à des choses comme ça, là ça pose effectivement le problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi les gens sont devenus handicapés par accident. On peut expliquer dans la nomination des choses, quand on nomme les choses, les handicaps qui est lié à la naissance, qui est lié à des volets culturels, on dit toujours, si on parle en Lifou, on dit Sinewesipo, il est à moitié malade. Et ça veut dire que l'autre moitié, il est valide. Donc c'est pas une distinction. On dit oui, le côté malade de la personne, ça on laisse de côté, mais son côté valide, on va l'enrichir, on va le nourrir, parce que il fait partie de cette réalité-là. Après, la réalité des gens qui vont avec les nouveaux liés à des accidents de voiture, ou des choses comme ça, ce handicap-là, il est beaucoup plus difficile, parce que, et là, dans les langues, les gens gardent le terme français, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas intégré comme un élément qui peuvent constituer des explications possibles sur comment on va donner de la place. Comment on va donner de la place et comment on va faire la distinction entre l'accompagnement qu'on donne à ceux qui ont un référentiel culturel identifié, comme ceux qui sont, je disais tout à l'heure, Sinewesipo, et puis de l'autre côté, ceux qui ne sont pas dans ce référentiel-là et qu'on dit c'est une prise en charge. L'autre côté on accompagne, l'autre côté on prend en charge. On n'est pas tout à fait dans les mêmes réalités sociales, les mêmes réalités de perception de ce volet-là. Donc c'est pas évident, parce qu'en plus il y a de plus en plus de jeunes surtout qui se retrouvent comme ça dans des situations de handicap. Et c'est la question quand vous posez la thématique de l'empathie, oui, là ça devient, là on voit que l'empathie, je veux dire, il y a un mot qui est pas loin et qui est à la mode à l'heure actuelle, c'est la résilience. On met de la résilience partout. Donc comme on a mis de l'empathie partout, pour résultat des courses, pas grand-chose. En même temps, ça donne bonne conscience aux gens de dire, voilà. Mais dans les faits, quand je vous entendais parler tout à l'heure des boutons qu'on appuie pour faire passer les gens, on oublie le sens pratique du lien. Parce que la question du handicap, c'est aussi toute l'évolution du handicap. On est arrivé à une personne à mobilité réduite, donc on essaye de décortiquer toute forme de choses pour ne pas dire mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on construit des choses en référence à toutes les identités qui habitent un endroit? Ça a toujours été une question qui est posée pour les décideurs, et dans lesquelles les décideurs ne sont pas prêts à changer les modalités qui existent pour pouvoir rendre visibles les personnes qu'on a cachées depuis longtemps.
parce qu'il faut les rendre visibles. Quand on parle de reconnaissance, on veut être regardé comme porteur d'humanité. Parce que la négation du handicap, c'est la négation des personnes qui sont porteurs d'humanité. Ils sont au même titre que nous. Donc pourquoi ils seraient tout d'un coup dépourvus de cette humanité-là, alors qu'on est les mêmes. Je veux dire, on est le lien que nous avons, c'est des liens qui font qu'on est une humanité globale. Alors, c'est comme ça que je pourrais répondre à votre question. Merci John. Mon ami Jamil, ton ressenti sur ce qui vient d'être dit? Eh ben moi je pense que j'ai beaucoup de chance d'être là parce que j'écoute des discours qui me touchent beaucoup et moi j'ai une approche beaucoup d'humilité et très modeste parce que je suis qu'un simple petit adhérent d'une association et oui, mais tu n'ai pas forcément le quand regard. Je te vois apporter ton empathie, les camarades adhérents ils sont heureux là j'en suis moi ton aussi accompagnement. Ce que je peux dire c'est que pour moi la richesse de l'humanité elle réside dans ses différences. Parce qu'on est tous différents et c'est assez exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas deux êtres humains qui sont symbiotiques, c'est-à-dire qu'ils pensent en même temps la même chose, on est tous différents, on réagira différemment, on n'a pas les mêmes appréciations, on ne se ressemble pas, et c'est notre richesse, mais c'est aussi notre difficulté, parce qu'il y a des différences qu'on peut accepter facilement, et il y en a d'autres sur lesquelles il est plus difficile de poser un regard bienveillant. Et moi je pense que ma définition de l'empathie, en fait, ce serait un peu la capacité d'enjamber ces différences, de les enjamber quelles qu'elles soient. Et le handicap, évidemment, c'est une forme de différence visible, parfois, pas toujours, on a parlé des handicaps, il y a des handicaps qui sont des handicaps non perceptibles au premier regard. Mais cette capacité à voir à travers cette différence un être humain, comme disait John, qui est le même que nous, avec les mêmes sentiments, même s'il est différent, il y a plus d'éléments qui nous rassemblent que d'éléments qui nous différencient. Et effectivement, quand je suis au sein d'AVH ou ailleurs, moi je suis entouré d'êtres humains. Je suis entouré d'êtres humains de raison, d'émotion. Je fonctionne sur le mode cognitif, sur le mode émotionnel, et je les écoute et je les comprends. Et je pense que je reçois plus que je donne en fait. Donc c'est une relation qui me met en situation, moi, d'être élevé à un niveau de conscience de mon environnement humain, social, que je trouve riche et que je laisserai pour rien au monde. D'une maman là, du pays qui s'implique au niveau de la société civile aussi, à son niveau. Elle partage. Ton ressenti, mon petit Greg? Je trouve ça intéressant qu'elle se préoccupe de la société civile parce que je trouve que nous ne travaillons pas assez avec les instances publiques et privées. Déjà, en premier lieu, quelqu'un en situation de handicap qui doit monter des escaliers, c'est compliqué. Alors, moi je suis en Cannes et je m'entraîne 6 fois par semaine, mais parce que j'ai acquis un bon niveau. Et puis voilà, j'ai dû monter 2 étages d'escalier avant d'arriver ici. Tout le monde pourra le certifier, ça a été compliqué et dangereux. Je le déconseille à toute personne en situation de handicap moteur. Et encore, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner et de pouvoir améliorer ce que j'ai acquis. Mais pour quelqu'un qui est en fauteuil, je trouve ça irrespectueux. Ce qu'on ressent, c'est presque comme on nous dit, en fait, on ne vous prend pas en compte et de toute façon, vous n'avez pas accès, donc vous ne participez pas. Voilà. C'est mon ressenti. Oui. Est-ce qu'il faudrait faire un stage d'empathie à tous les cabinets d'architectes, d'études d'architectes? C'est vrai qu'à la base, s'ils réfléchissaient à l'accessibilité, tout serait accessible directement à tout le monde. Moi, je conseillerais plutôt pour les architectes de faire venir des ergothérapeutes et des personnes en situation de handicap. Une personne en situation de handicap pour chacun des handicaps qui pourraient être amenés à se mouvoir dans le lieu prévu à cet effet. Par exemple, quelqu'un en situation de handicap visuel
il n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un en situation de handicap moteur. Ou quelqu'un de sourd, il aura besoin de plus de repères visuels ou que sais-je. En fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que en fait, les architectes ne peuvent pas se débrouiller par eux-mêmes. Dans le sens où je préfère qu'un architecte vienne me voir et qu'il me dise l'appartement doit être agencé comme ça, et après mettre des barres dans la douche et les toilettes, que moi quand j'arrive dans un appartement et qu'on me dit qu'il est adapté et que ce n'est pas du tout le cas, j'ai juste... et ça m'est arrivé il y a 8 mois, donc il n'y a pas longtemps, et je suis énervé en moi-même parce que les gens te regardent et te disent s'il est adapté, et en fait tu te rends compte que ils comprennent même pas ce que le terme adapté veut dire dans la situation appropriée, en fait. Voilà. Je trouve ça dommage, et je trouve ça... Et les lieux de public comme les musées, comme l'aquarium, comme je sais pas moi, des lieux où les galeries d'art par exemple. Si moi j'ai envie d'aller me faire une petite expo d'art, je dois prendre des escaliers et me mettre en danger. Et même donc si j'ai répondu à la question. Voilà. Et même au-delà, Frédéric, est-ce que le système est en manque d'empathie quand on écoute tout cela? En manque d'empathie, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas il est déficient, ça c'est sûr. Alors il y a deux choses, il y a par exemple des situations, j'ai un ami qui est en chaise avec qui j'ai été à Paris il y a quelques années. Il y a une situation qui est une situation historique. Paris c'est une très vieille ville, on était en combat permanent pour trouver des situations pour faire passer la chaise. On allait voir des amis dans des immeubles où les ascenseurs sont des vieux ascenseurs qui datent d'années, où on rentre à peine, il fallait défaire la chaise, la démonter, etc. Enfin bon, ça c'est le côté historique. Mais on se rend compte que, en tout cas en Europe, en France en particulier, parce que c'est pas la même chose dans différents pays d'Europe et dans certains pays anglo-saxons où ils sont beaucoup plus attentifs, que même dans les nouvelles constructions, en fait, les impératifs nécessaires à des personnes qui vont avoir des handicaps soit de chaise, soit etc., sont très rarement pris en compte. Alors est-ce que c'est pas le rôle déjà de l'État de prendre des décisions, d'avoir, je sais pas, j'ai pas vraiment de solution, comment apporter, comment sensibiliser les écoles d'architectes, etc., pour qu'ils arrivent après, au bout d'un moment, à être attentifs à tout ça, j'ai pas vraiment de solution. Parce que Frédéric, quand on regarde quand même les personnes en situation de handicap qui partent du Caillou pour aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie, là c'est le monde anglophone. Eux, on a l'impression que par rapport au monde francophone, par la même façon de voir, eux, ils ont déjà tout mis en accessibilité. J'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons, ils ont plus d'accessibilité. Mais non, je me trompe ou pas? De sensibilité, je dirais plus, et peut-être que leur loi est différente. Moi, j'ai peut-être une réponse j'ai peut-être une solution, mettre des lois en place. Oui. Écrire des lois. Il faut les écrire. Il faut travailler avec les instances publiques et privées, que ce soit au niveau mairie, que ce soit au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Demain, s'ils m'appellent et qu'ils me disent Grégory, on aurait besoin de tes services pour faire une intervention et nous expliquer comment tu vois le handicap, je signe où, en fait. Parce que c'est ça qu'il faut mettre des lois en place, il faut mettre des projets de loi, il
faut travailler avec les instances publiques et privées, mais en même temps mettre des projets de loi en place pour que ça perdure. Parce que la sensibilité, si on doit compter malheureusement sur la sensibilité des gens, pour la plupart, ils n'iront pas chercher parce que c'est compliqué. C'est quelque chose que même moi j'ai mis 10 ans à réfléchir à cette idée et encore là, pour ma part, je me considère comme quelqu'un qui parle. Je préférerais encore être quelqu'un qui agit en même temps qu'il parle. Parce que c'est bien beau de parler, mais quand les jeunes générations vont arriver et qu'ils vont nous dire qu'est-ce que vous avez fait pour le handicap, on va les regarder et puis on va leur dire on n'a rien fait parce qu'on n'était pas capable de le faire. C'est pas une excuse pour moi, c'est juste un manque de Volonté. un manque de maturité, je dirais plus. Voilà, après c'est mon avis. Jamil, comment on s'explique ça, que chez les anglophones, eux, c'est machinal. C'est une évidence de mettre la cité en accessibilité Je ne sais pas, mais je vais peut-être un peu rebondir sur le Rebondis, sujet. rebondis. Parce que les lois, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, si on pouvait inscrire l'empathie dans la loi, on aurait résolu cette difficulté. Et ça, l'empathie, d'inscrire dans la loi, c'est facile, et comme tu dis, c'est quelque chose qui ne se traduira pas forcément concrètement. L'exemple métropolitain montre qu'il y a pléthore de lois sur le handicap. Il y a des obligations d'accessibilité qui ont été reportées au fil du temps, mais qui sont très très lourdes, qui coûtent une fortune et qui finalement ne donnent pas satisfaction. Donc je pense que ce n'est pas le vecteur de la loi qu'il faut mettre en cause, c'est le vecteur de l'intelligence collective. C'est-à-dire que ce que tu as dit très bien, c'est que moi qui suis en situation de différence, je vais le dire comme ça parce que je trouve que c'est bien mieux, qui suis en situation de différence, je peux expliquer ma différence pour que ma différence et les autres différences soient prises en compte dans un projet architectural. Et ça, c'est une démarche qui me paraît un peu plus intelligente que d'inscrire dans la loi des solutions toutes faites, comme c'est trop souvent le cas. Oui, mais en fait, dans ma démarche, je voudrais être acteur de cette loi, je voudrais la faire vivre en fait. Je voudrais en fait pouvoir permettre aux gens et aux générations futures de dire, ben voilà, c'est comme la charte du handicap de 2014 qui a été écrite par l'ONU. Pour moi, elle explique très bien les bases et les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap, en fait, situation de différence, voilà, plutôt. Voilà. Mais pour moi, on ne fait pas assez vivre ces lois. On ne les met pas... Quand j'entends le mot loi, j'entends obligation. Mais si on les faisait vivre, si on les faisait s'animer presque, comme si on les traitait comme des êtres vivants, on pourrait peut-être plus arriver à quelque chose de mieux, parce que moi, quand j'arrive devant quelqu'un et qui me dit oui, 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 on va le faire, avoir une loi qui me permet de lui rappeler que tout ce qu'il m'a dit là, il doit le faire, ça serait bien aussi. Parce que attendre les oui, oui, oui et l'intelligence, voilà. Je dirais qu'il faut la carotte et le bâton. Mais après, c'est un peu ce que j'appelais moi sous le concept d'intelligence collective en fait. C'est plutôt d'inscrire cette obligation d'intelligence collective, c'est-à-dire de prise en compte des différences, plutôt que d'inscrire dans la loi des solutions qui sont déjà tous faites. inadaptées. Voilà. Déjà tous faites et qui seront inadaptées, parce que franchement, pour l'avoir vécu, quand on nous fait intervenir sur des tronçons de voirie publique et qu'on nous dit regardez comme c'est adapté, et qu'on se rend compte que 15 cm de hauteur, c'est beaucoup. adapté pour quel sens en fait? Parce que je suis capable de m'adapter à l'heure d'aujourd'hui, après 12 ans de marche en canne et 12 ans de 18 ans de kiné, et j'ai beaucoup de théories, et je connais très bien mon handicap, et c'est ma force aujourd'hui de pouvoir m'adapter à n'importe quoi. Mais aujourd'hui,
je veux pouvoir permettre à cette connaissance que j'ai de servir aux autres. Pas de... Voilà. En fait, ce que tu souhaites faire, si j'ai bien compris, c'est contribuer. Oui, contribuer complètement à tout simplement que je veux que le handicap soit reconnu comme qu'il n'y ait plus de handicap en fait, qu'il y ait juste une différence, qu'il y ait juste une maladie, tout simplement, tout bêtement, et dire ben voilà, dire cette personne a besoin de ça, ok, mais comment on lui permet d'apprendre de son handicap, parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir aller en France, de pouvoir écouter les médecins, de pouvoir apprendre tout ce que j'ai eu à apprendre, engranger des connaissances. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi, mais je vais un peu... ce que je veux dire, c'est que même aujourd'hui, les médecins me disent, mais de toute façon, t'arriveras jamais à marcher sans tes cannes, reste comme ça parce que tu détruiras ton corps. Et là, je viens de prouver que non, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence, en fait, le potentiel de l'humain est illimité. Et je trouve qu'on se limite beaucoup trop à c'est facile et pas facile. Et je trouve que la difficulté aujourd'hui est devenue tellement banale à dire dans une conversation que où l'argent peut que moi ça ne m'intéresse plus de voilà, pour moi le potentiel humain est illimité, je n'ai aucune limite, la seule limite c'est moi-même. Après voilà, c'est mon avis et il y en a qui disent que je suis maso, mais en fait non, pas vraiment, je suis juste quelqu'un qui s'entraîne 6 fois par semaine parce qu'il aime ça et que c'est aussi pour sa santé et que c'est aussi parce que les gens ne font pas assez preuve d'empathie, que le monde dans lequel il vit n'est pas adapté, qu'il est obligé de toujours engranger plus de connaissances. Et je dirais même plus, je remercie cette société parce que c'est la société qui m'a fait devenir ce que je suis. Quelqu'un qui peut tout simplement la changer avec ses petites connaissances. Voilà. Apporter ta pierre à l'édifice. Oui, Oui, c'est un gros édifice hein, qu'on essaie de faire là, Grégory, vu l'avenir institutionnel qui nous attend là. Et je voulais rebondir, John, Frédéric tout à l'heure a fait une explication, là, il a utilisé le mot clivage dans son explication en début d'émission. Et quand je l'écoutais, Frédéric, comme si tu faisais une décryptage aussi de la situation politique dans le pays, tu vois, mais par rapport à ton propos de tout à l'heure. John, l'empathie, là, est-ce qu'il pourrait aider ce pays à justement essayer de se lier les mains ensemble, parce que finalement, on regarde, c'est comme l'a expliqué Frédéric, les gens, quand ils sont dans le partage du cœur, voilà, quoi, ils sont ensemble. Mais après, quand il faut passer au concret, des actions, comme vient de le dire Grégory, là, c'est chacun sa paroisse, quoi, et chacun défend son territoire, entre guillemets. On s'éloigne un peu, mais enfin on s'éloigne pas, mais bon, on est dans les choses. Mais dans la question qui fait qu'on est dans discuter des choses simples, des choses simples, qui est comment on organise la vie de la cité par rapport à tous les habitants de cette cité, quelle que soit leur singularité, c'est comment on fait qu'une ville ressemble à ses habitants. La question, quand toi tu poses la question de l'empathie au pays, c'est-à-dire que reste toujours pour le pays un défi majeur, c'est quoi faire société dans ce pays. Donc à partir du moment où on va commencer sérieusement à se poser la question et à s'atteler à la tâche de dire comment on définit la société de ce pays et on réorganise les choses par rapport à ceux qui habitent et qui ont envie d'habiter, ça va ouvrir des perspectives. Je ne dis pas que c'est déjà pas le cas, mais c'est assez compliqué. C'est-à-dire quand on ouvre des perspectives, quand on a une vision globale de l'avenir de ce pays, on doit pouvoir s'entendre
sur des modalités quand la construction d'un pays passe nécessairement par ses habitants, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur culture, quelles que soient les choses qu'ils portent. Parce que quand on entend la question de ce que disait tout à l'heure Grégory, quand on discute depuis tout à l'heure, c'est la question aussi des minorités qui composent. On a toujours fait des lois sur les minorités, quelles que soient les minorités, même les femmes, on les a classées par des lois sur la minorité. Donc on est aussi, c'est-à-dire que notre société, elle est handicapée aussi par ça. C'est-à-dire que c'est à la fois fait par des hommes blancs, la quarantaine, qui pensent que la société doit leur ressembler. Si on fait le point, non, la société ne doit pas ressembler à ça, parce que sinon on est mal barré. Et on est déjà mal barré. Donc là, quand on ramène ici à ce pays, on est aussi dans cette logique-là, avec les clivages qui sont des clivages identitaires, qui sont des clivages culturels. Le handicap, est-ce que le handicap dépasse? Oui, parce que c'est l'une des structures où les gens se retrouvent, parce qu'ils s'interrogent, eux, sur est-ce qu'ils ont encore leur place dans cette Calédonie, si on se structure avec des trottoirs, puis on met des caméras partout, parce que là aussi, l'évolution des sociétés modernes, par l'hypersécurisation des cités, on fait passer à la trappe les gens qui habitent. Ceux qui on doit mouvoir dans la ville, ben, ils sont pas tenus, on ne tient pas compte de leur réalité, parce que d'abord on a essayé de les cacher, maintenant qu'ils sortent, ben, ils emmerdent. Sinon, comme j'ai envie de dire à Grégory, ben, on n'a qu'à monter à part des politiques, hein, Grégory. Ouais, ça va faciliter les choses. Mais même, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Mais la question de ça, la reconnaissance, ça reste toujours un élément fondamental dans une société. Il faut reconnaître tous les gens qui y habitent pour pouvoir répondre à la question de comment on fait société avec les gens qui habitent. Cette inappropriation peut être violente, c'est-à-dire qu'elle est violente pour les personnes en situation de différence. Je vais reprendre ce terme, hein, merci, mais oui, je trouve qu'il te va beaucoup mieux. Et elle peut être violente parce qu'effectivement, tu l'as senti ce matin, je t'ai accompagné dans la montée d'escalier. C'est une violence d'être obligé de monter cet escalier alors que tu as le droit de venir en sécurité à l'endroit où on est aujourd'hui. Mais elle peut être aussi violente d'un point de vue sociologique parce qu'elle va démembrer des articulations claniques, familiales, sociales, en les structurant dans des espaces qui ne sont pas du tout appropriés pour avoir un mode de vie, alors aujourd'hui on parle océanien, mais un mode de vie collectif en fait. Et on oblige le collectif à s'adapter à une solution architecturale qui n'est pas faite pour lui. Voilà. Donc c'était juste pour montrer que ce manque d'empathie visible de l'architecture par rapport aux citoyens, elle ne se limite pas à la personne en situation de différence, elle est quelque part sur une notion de flexibilité, de réflexion, mais aussi de culture. Et je pense que c'est... Moi je suis positif, hein, l'être humain il change, tu l'as dit toi-même, on est riche, toi tu dis que tu n'as pas de limite, mais donnons-nous la possibilité d'en avoir tous, chacun d'entre nous le moins possible, et on trouvera des solutions, on les trouvera dans le dialogue, dans l'empathie, dans la compréhension, et dans la projection vers la compréhension de nos différences en fait. Il y a des différences sociales, il y a des différences culturelles, il y a des différences relationnelles, il y a des différences cognitives, et il y a aussi des différences physiques. Frédéric, dans ton domaine professionnel, tu es toujours confronté à ce côté empathique là. Oui, ça fait bien sûr partie de mon activité professionnelle. Toute l'année, hein. Toute l'année. Oui, ça fait partie de notre activité. Mais moi, ce que j'ai à l'esprit, d'abord, moi je pense que c'est bien le choc, parce que c'est les chocs qui font réagir. Donc, d'abord, j'ai pas trouvé que tu as été choquant, mais même si tu as été un peu percutant, disons, je trouve que c'est super, parce qu'on a tous besoin de ça, et ça, c'est très bien. Moi, j'ai la sensation, juste dans une vision, parce que le thème de l'empathie, hein, puisque on parle de ça au départ, la connaissance que j'en ai de l'empathie, c'est que c'est un élément qui nous construit tous depuis la nuit des temps, puisque les hommes, les humains, à la base, on est fait pour vivre en groupe. On vit toujours en groupe depuis toujours, donc on a besoin de ciment social. Et l'empathie, à la base, est un élément qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Ça, c'est la notion de base. Il faut savoir que cette empathie, elle se développe naturellement chez chacun d'entre nous, hein, tout de suite, dès le départ, puisque la première apparition de l'empathie, dans son premier degré, c'est vers l'âge d'1 an. Quand vous voyez un gamin d'1 an, un petit bébé d'1 an, il va tout de suite percevoir quelqu'un qui est triste et quelqu'un qui est heureux. Dans son visage, on le lit très bien. Ça, c'est le début du développement de l'empathie. Et puis cette empathie va continuer à progresser avec une deuxième étape qui est hyper importante aux alentours de 4 ans et demi, 5 ans, où là, au-delà de percevoir l'émotion de l'autre, l'enfant va pouvoir comprendre
ce qui est à l'origine de l'émotion. C'est-à-dire qu'il va découvrir que la personne est heureuse, mais il va comprendre pourquoi. Et là, on est vers l'âge de 4-5 ans. Et puis, il y a un élément essentiel qui va se passer entre 8 et 12-13 ans, un âge majeur, puisque c'est l'adolescence, c'est là où l'homme, que l'adolescent ou que l'enfant va devenir se forme, c'est là où tout se passe. Et là, c'est la dernière partie de la maturation de l'empathie, où il va y avoir cette association sur l'aspect émotionnel, 1 an, je perçois si la personne en face de moi est heureuse ou pas heureuse, 4 ans, je comprends pourquoi, et entre 8 et 12 ans, je vais comprendre que moi je suis différent de lui, et je vais me dire, ok, ce qui le rend heureux est peut-être quelque chose qui moi me rendrait malheureux, et que vice versa, quelque chose qui me rendrait malheureux pourrait le rendre heureux. En fait, on est tous différents. Et ça, c'est un processus qui est fondamental, parce que c'est grâce à ça que l'empathie globale, définitive, va se mettre en place. Et c'est cette empathie-là qui fait qu'on va vivre les uns avec les autres en meilleure harmonie. Ça, c'est la première chose. Donc, bien se dire que c'est un processus qui est en nous. C'est-à-dire que tous les individus, on est tous dans cette situation d'évolution, avec des différences qui vont se faire à partir de la façon dont on va élever nos enfants. Parce que ça, c'est un processus naturel. Mais moi, j'ai aussi envie d'attirer l'attention sur le fait qu'on a un rôle, nous, adultes, un rôle majeur à jouer, que ce soit en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'école, parce qu'on a les moyens de développer, ou au contraire, si on fait des erreurs, on va inhiber cette capacité d'empathie. Et il y a par exemple une étude qui est sortie il y a quelques années, qui est assez récente, et qui a montré que les enfants vers l'âge de 1 ou 2 ans, qui sont confrontés de manière trop excessive aux écrans, télévision, tablette, parce que ça c'est devenu une attitude typique. Le nombre de fois on voit des gamins de 1-2 ans qui arrivent avec des parents très fiers, parce qu'ils disent « Ah ben regarde, il arrive à utiliser tout seul la tablette » ou le matin ils se réveillent, ils allument la télé, et puis ils s'endorment devant la télé. Et bien en fait on s'est rendu compte avec le recul que des adolescents de 12-13 ans avaient des capacités d'empathie énormément diminuées quand ils ont été exposés à l'âge de 2 ans à des très fortes expositions de télévision. On a fait les mêmes études sur les jeux vidéo. Oui. Et en fait, on se rend compte que finalement, on propose à nos enfants et à nos adolescents des systèmes qui font qu'on inhibe leur capacité à des âges essentiels, puisque c'est là où ils se développent et c'est là où ils vont fabriquer les hommes qui vont être demain, ces capacités essentielles de développement de l'empathie. Parce que l'élément essentiel de l'empathie, c'est la capacité de percevoir la différence que l'autre a, tout en étant aussi quelqu'un qui va avoir des émotions identiques, mais pour des raisons différentes. Et quand on a cette compréhension-là, on peut communiquer et on peut être attentif. Quelqu'un qui va avoir des besoins différents, si on est attentif à ces besoins-là, on va faire attention à pouvoir à ne pas l'empêcher d'obtenir ses besoins. Quelqu'un qui a besoin de dormir le matin, par exemple, si on peut comprendre, nous, qu'on dort pas le matin, mais qu'on dort le soir, on va se dire, ah bah tiens, je comprends que ça peut être différent chez lui, donc je vais faire attention pour ne pas faire trop de bruit, pour le laisser rester dans un équilibre. C'est un exemple très simple, mais c'est quelque chose qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Or, on est dans une société d'écran, on est dans une société de jeux vidéo, on est dans une société où on ne propose plus à nos enfants des systèmes qui sont des systèmes qui développent. L'art, la culture est un élément essentiel de développement de l'empathie. Parce que quand vous mettez des enfants jeunes en situation de découvrir une œuvre d'art, de découvrir une peinture, une sculpture, de leur faire rencontrer l'artiste qui l'a fait, il va passer par des émotions, il va découvrir des choses qui sont différentes de ce qu'il connaît. Et ça va l'ouvrir au monde, et ça va créer un développement de l'empathie. Et ça va faire des hommes et des femmes qui vont vivre plus tard avec une capacité d'empathie et probablement améliorer le monde dans lequel on va vivre les uns avec les autres. On va vous donner la parole de conclusion à chacun d'entre vous. Jamil, si tu veux bien commencer à dire au revoir à la famille. Ah oui, je vais dire au revoir. Avant, déjà, je te remercie de cette invitation. Moi, j'étais très surpris d'être invité ici parce que je ne voyais pas trop le lien entre moi et l'empathie. Mais j'ai beaucoup admiré la vôtre et j'en suis très, très heureux. Tu es quelqu'un d'extrêmement positif, différent, Grégory, positif et ambitieux. Et je trouve ça remarquable. Et
Juste l'appel systématique à la loi, à mon avis, ne correspond pas en fait à la façon dont moi je te décris. C'est-à-dire que je te décris comme quelqu'un qui a envie d'avancer. La loi ne serait intelligente encore une fois que si elle mettait l'empathie en termes d'obligations à atteindre, ce qui est complètement sans rien. Par contre, tes propos, la façon dont tu les exprimes, la façon dont tu les vis, ça peut nous emmener justement à changer de comportement. Et moi je pense de culture, comportement, pour moi c'est des concepts assez proches. Et à intégrer justement ce que font mieux que nous les anglo-saxons, c'est-à-dire les différences. Aujourd'hui on parle des différences, on les conjugue sous beaucoup de formes, mais il y a beaucoup de différences, il n'y a pas que la situation de handicap, il y a beaucoup de différences dans les modèles sociaux. Et que lorsqu'on construit un bâtiment, parce qu'on est quand même revenu là-dessus, qui est quand même quelque chose d'assez peu flexible, quelque chose de durable, ben on essaie d'y intégrer justement cette capacité à répondre à des besoins et à des expressions de mode de vie, à des différences qui sont parfois durables, parfois moins, voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est en famille et lorsqu'on est âgé par exemple. Et donc toutes ces différences-là devraient pouvoir s'exprimer dans une approche collective, discutée, réfléchie. Et je pense que c'est plus ça que tu traduis que comme besoin de se référer à la loi. La loi, ce n'est jamais qu'une traduction dans un texte, mais qui ne sera jamais du niveau de l'intelligence qu'on peut y mettre. Voilà, c'était ma conclusion. Merci Jamil. John, ta conclusion, s'il te plaît. Non, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Donc, simplement la question de rendre l'empathie, c'est aussi toute la question vous disiez tout à l'heure Frédéric, le rapport à l'autre. Donc le rapport à l'autre, il est en train d'être effacé, on n'a plus de lien. L'utilisation, la numérisation un peu de nos codes sociaux, c'est aussi cette perte-là. Effectivement, l'empathie, elle perd de son sens, parce que la question du sens, elle est primordiale. Quand je disais tout à l'heure faire société, il faut donner du sens à ce réseau, à ce lien, à ces relations entre les personnes pour pouvoir inscrire, retranscrire ces choses-là sur l'habitat, parce que c'est sur l'habitat, sur le lieu de vie, sur le lieu d'existence des gens. Et ça, le combat, il vient de loin. Et puis les principes culturels de certaines sociétés font que c'est un combat qui devient récurrent. Et en même temps, les choses n'avancent pas aussi. Pourquoi ça avance chez les autres, pourquoi ça avance pas chez nous? Ne serait-ce que se poser cette question-là. Quand on va à côté, aux pays voisins, ils intègrent. Pourquoi nous, on n'intègre pas? Il faut toujours que ça passe par des lois pour reconnaître l'existence d'une minorité qu'on fait sortir de l'anonymat. C'est un peu compliqué, mais c'est aussi tout ce combat-là qui doit donner une cohérence à la société dans laquelle nous aspirons à construire. Letty, John, Frédéric, au revoir pour la famille. Oui, d'abord merci à toi pour l'émission, et puis merci à vous tous de cette rencontre. Beaucoup de richesse, moi, de ce que j'ai appris des uns et des autres. Ça va toujours dans le même sens de ce que j'apprends finalement tous les jours, c'est que c'est la rencontre, l'écoute qui nous permet d'avancer chacun, parce que finalement, quand on aide les autres, d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure, quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel. Et que plus on s'appauvrit en capacité de comprendre ou de s'ouvrir aux autres, en fait, plus on s'appauvrit soi-même. Donc, merci pour cette émission. Et puis, je crois qu'il faut qu'on aille tous dans ce sens-là pour essayer de se trouver tous plus proches encore les uns des autres. C'est ça qui vend. Grégory, à toi de conclure. Merci à tous déjà de m'avoir accueilli, d'avoir partagé vos connaissances. Ça m'a enrichi plus encore. Et en parlant de richesse culturelle, voilà, je fais une petite pub pour la fin. Si les gens veulent savoir toute la richesse des cultures qui nous entourent, j'ai sorti un livre qui est disponible à Calédo Livre, Le Voyageur, qui fait mention de références poétiques des différents mythes et légendes qui peuplent nos cultures. Merci pour la pub. Il est déjà en ligne, il est déjà en vente à Calédo Livre et sur Amazon.
Le Voyageur. Vous tapez Le Voyageur, Grégory Boulanger sur Amazon et vous le trouverez. Félicitations, Ouais. Grégory. Ouais. Bravo, bravo. Mais je vous encourage vraiment d'aller à Calais de Livres, comme ça vous aurez pas les frais de port. Voilà. Voilà, la conclusion de cette émission. Encore merci à vous, la famille, d'avoir été encore à l'écoute pour ce partage. On se donne rendez-vous samedi 1er du mois prochain, hein, pour encore un autre moment de partage. Et encore une pensée pour nos femmes. Voilà, si vous avez du temps, le collectif Femmes en colère vous donne rendez-vous en ce moment là-bas en solidarité. Hein. Donc merci à tous et à toutes et passez un bon week-end. Encore merci à Radio Jido.